Bonjour et bienvenue à votre émission dominicale cette semaine de Dans d'autré, édition du 16 février 2025. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour aujourd'hui dans ce résumé de l'actualité. On parle entre autres de tempête de neige et de préparation avec le ministère des Transports. Nous avions déjà fait un reportage sur cette partie peut-être cachée un peu là, des services que fait le ministère des Transports, surtout avec des tempêtes, là, la préparation à une activité plus intense. On vous parle aussi encore de conseils municipaux. On parle de conseils municipaux de la visitation de l'île du Pas ainsi que de l'ANOREC. Parlant de l'ANOREC, on a eu la confirmation comme quoi M. André Villeneuve serait candidat au poste de la mairie pour novembre 2025. On se rappelle que 2025 sera une année forte en émotion au niveau politique, sûrement des élections fédérales et au mois de novembre des élections municipales à la grandeur du Québec. Maintenant, on vous parle aussi de Odette Sarrazin qui est venue nous parler d'éoliennes. C'est important, c'est des choses que les gens se rendent un petit peu moins peut-être conscients parce que les citoyens reçoivent des informations, reçoivent des propositions de contrat très alléchantes pour pouvoir mettre une éolienne sur leur terrain, mais ça a beaucoup de conséquences et c'est encore dans le domaine du privé, donc il y a eu des alertes à ce niveau-là. Et aussi, dimanche dernier, devant plus de 300 personnes, a eu lieu l'investiture de Yves Perron. Je vous parlais tantôt d'élections fédérales. Donc, c'est sûr qu'on va aller en élection ce printemps. Et M. Yves Perron, candidat pour le Bloc québécois, a été confirmé comme le représentant pour le comté de Berthier-Masquinongé. On vous souhaite une bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine. Ici, au CS de Joliette, on couvre environ 150 km de route, donc on a charge pour déneiger. On a séparé les activités pour la surveillance. Moi, je m'occupe plus au niveau de la surveillance. Mon collègue s'occupe plus au niveau des opérations avec l'équipe de régie en déneigement comme tel. Donc, aujourd'hui, on peut vous présenter un petit peu comment ça se passe au niveau du CS à la veille des opérations de déneigement quand on annonce de la neige, comment on prépare nos équipes. Une partie de l'autoroute 40, donc à partir, on a l'autoroute 31, la 31, la 40 jusqu'à Saint-Barthélemy. Puis, on a aussi des collectrices, là, des régionales, là, la 131, 337, des routes à numéro. La 158, j'imagine, la 138. Également. La 138, la 348, on monte jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, on va à Saint-Barthélemy jusqu'à Saint-Esprit. OK, d'accord. Et en bas, on va jusqu'à Berthierville. Berthierville, OK, c'est bon, parfait. Ouais, dans le fond, pour les opérations, là, le processus, là, c'est au tout départ, là, quand on commence les opérations, c'est d'analyser ça va être quoi le système qui s'en vient. Parce que tout ça va dépendre de quelle opération et quel type d'opération on va entreprendre. Et s'il y a du vent qui est en lien avec la dépression, si les températures sont basses, extrêmement basses, bien là, les abrasifs, qu'est-ce qu'on va épandre sur la route va changer selon la température. Du sel à l'abrasif à des mix pour les températures qui sont en bas de 10. Là. Puis, c'est ça. Là, comme là, ils nous annoncent un peu de verglas, là. On a plusieurs fournisseurs météo. Là, on fait un topo de tout ce qu'on a constaté et qu'est-ce qui s'en vient. Puis, il y a plusieurs facteurs qui influencent une tempête. Là. Surtout si c'est une tempête qu'on appelle normale, une tempête de tous les jours, mettons jusqu'à 10-15 cm. Ben ça, c'est tout dépendant de la température. On va mettre du sel, on va mettre de l'abrasif. Quand la température est douce, les fondants agissent. Quand la température est en bas de 15, c'est de l'abrasif qu'on utilise, ça ne fait pas fondre, mais ça tient la chaussée. On va dire du sable, là. Mais non, c'est de la petite pierre. C'est de la petite pierre. Nous autres, on a sur nos circuits au sud, on ne met pas, on ne met pas d'abrasif. De sable. OK. C'est ça, question, c'est plus environnemental aujourd'hui. L'environnement, vous tenez compte plus de moins de pollution, essayer de mettre de moins de produits chimiques. Oui, le moins possible de sel, si on est capable. Par contre, quand les températures sont douces, l'abrasif n'a pas sa place. Là, on a d'autres choix. Là. Éventuellement, ça s'en vient. Là, ça va être
l'abrasif qui va être traité, puis du sel traité au chlorure de sodium. Mais c'est ça. Pour des tempêtes comme ça. Puis là, si on a une tempête qui est anticipée, mettons un monstre, ben là, c'est là qu'il va. Une bombe, là, comme on dit. Une bombe météo, là, qui dans un court laps de temps, mettons 3 cm et plus à l'heure, ben là, c'est sûr qu'on prévoit le pire. Fait que on a des axes principaux qu'il faut entretenir advenant qu'on ait des fermetures de route pour faire un choix sur quel qui va être fermé en premier puis quel qu'on doit maintenir absolument pour les mesures d'urgence, les véhicules d'urgence, pompiers, police, puis surtout la protection des usagers. Un exemple, comme nous autres, le tronçon de route 40 à partir de la Valtrie jusqu'à la halte routière Pointe-du-Jour, ce secteur-là est névralgique, il faut le garder toujours en fonction. Advenant une fermeture de l'autoroute, ben là, le centre de coordination pourrait se faire là. C'est mouillé, puis il y a du soleil, puis il y a du trafic. Fait que là, ça va faire agir le sel beaucoup plus longtemps que quand il fait froid, puis qu'on met du sel, puis qu'il n'y a pas de trafic, puis qu'il n'y a pas de soleil. Le sel n'agit pas. Là, présentement, on attend, il fait soleil, il fait beau, il y a du trafic. Notre sel va continuer à agir longtemps. On va être capable de se rendre à l'heure de pointe des automobilistes. Rendu à l'heure de pointe, on va faire une autre dépendance. Moi, selon moi, les chauffeurs qui conduisent des déneigeuses, c'est les maîtres des chauffeurs. Parce que la visibilité dans une tempête est nulle. Oui. Puis ça prend des chauffeurs expérimentés, vraiment. Alors, il y a des pas peureux, là. Mais c'est des vrais bons chauffeurs. Tu sais, c'est pas comme, je veux pas les autres, mais des déneigeuses, c'est ce qui est le plus complexe à opérer parce que la visibilité n'est pas là. Puis il y a de la neige aussi. Souvent, il fait noir, il n'y a pas de temps. C'est ça, il y a des automobilistes, il faut être très vigilant. On est chanceux, on n'a jamais eu d'accident majeur. Puis oui, on est fiers de nos chauffeurs quand ils ont fait 12 heures à rien voir, puis que tout le monde revient, puis qu'il n'y a pas eu de blessure, qu'il n'y a pas eu rien de majeur. Oui, on est fiers de nos chauffeurs. On est fiers du travail qu'on fait, puis on le fait pour la population. On est juste un exemple, là. Pendant les fêtes, on était tous ici avec le chef de service par intérim. Donc, la réalité des familles, tant qu'à finir avec ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils avaient beaucoup de sport, les familles sont fières. C'est un sacrifice à faire parce qu'un déneigeur, il n'est jamais à la maison tout l'hiver. Puis quand il revient, il dort. C'est sûr que nos familles font des sacrifices, mais c'est le sacrifice à faire pour le travail. On n'a pas le choix de le faire. Tu es toujours beaucoup impliqué en termes d'environnement, de vigilance, des choses comme ça. Et la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse concernant les éoliennes au Québec. Peux-tu nous parler un petit peu de ce qui s'est passé? Eh oui. Oui, il y a eu une conférence de presse très importante parce que ce sont des comités de citoyens qui se sont réunis dans une coalition, un collectif qu'on appelle Collectif Maître chez nous, parce qu'il doit y avoir environ entre une trentaine de comités citoyens qui ont à vivre avec l'impact, en tout cas, avec l'arrivée des éoliennes sur leur territoire. Et ce que ça a provoqué, c'est que les gens sont allés chercher de l'information parce que tout se faisait un peu... underground, comme on dit, en dessous de la couverture, pour s'apercevoir qu'il y avait déjà des gens qui avaient signé des ententes avec les entreprises privées d'éoliennes. Ça, tu parles des particuliers, là. Des particuliers, des agriculteurs qui ont signé des ententes. Et là, ça nous a rappelé une certaine époque, probablement que tu te souviens, de TransCanada Énergie, quand ils allaient dans les maisons puis ils mettaient de l'argent dans les poches des agriculteurs puis des personnes chez qui ils passaient. Donc, on se retrouve un peu avec la même... avec la même démarche. Les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques. Fait que c'est ça. Donc, pour s'apercevoir qu'il y avait déjà des gens qui avaient signé des ententes. Parce qu'on s'entend que, tu es d'accord avec moi, c'est que les gens, tu sais, mettons, un lopin de terre, tu sais, qu'on s'entend, une espèce d'espace, là, ils mettent une éolienne là, mais là, la compagnie veut en mettre une à 200 pieds, à 300 pieds, à 500 pieds. C'est tout ça qui n'est pas clair. C'est ça qui n'est pas clair, Puis deuxièmement, là, l'argument, ton voisin dit oui, donc tu devrais dire oui. C'est la brisure du tissu social, du tissu communautaire. C'est ça que ça crée partout là, au Québec présentement. Beaucoup de tensions puis de conflits dans les communautés. Donc, ces comités-là qui se sont réunis, on voulu mettre les choses au clair en disant,
c'est pas, parce que les compagnies ont quand même de l'argent pour faire leur publicité puis leur promotion. Puis les comités citoyens, on travaille avec les moyens du bord. C'est ça. Puis l'information aussi, parce qu'il faut être informé. Ben, c'est ça. Fait que là, on a juste l'information du promoteur et nos municipalités se basent, les municipalités qui sont concernées présentement se basent sur l'information qu'ils reçoivent des promoteurs. Fait que donc, ça a été une occasion, c'est ça, le 29 janvier, mercredi dernier, de mettre les choses au clair. Fait que donc, il y avait le président du syndicat canadien de la fonction publique qui était à Hydro-Québec. Il y avait aussi Martine Ouellette, qui est un ex-cadre d'Hydro-Québec et ancienne ministre des Ressources naturelles. Jean-François Blain, qui est un analyste en réglementation du secteur de l'énergie. Il y a Carole Neal, qui est la porte-parole pour la coalition Toujours Maître chez nous. Janie Vachon-Robillard, qui, elle, est la porte-parole pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska et coordonnatrice du regroupement Vigilance et Énergie Québec, dont je suis aussi coordonnatrice du regroupement. Fait que, donc, pour différentes régions, moi, en tout cas, moi, je suis de la Naudière, mais la Naudière-Mauricie, mais elle est sur la Rive-Sud. Puis il y avait Rachel Fallman aussi, qui est une conseillère municipale qui a créé le groupe Vent d'élus. Fait que donc, elle est présidente de cette organisation-là. Et le message qui a été transmis, c'est quoi? Bon, c'est que présentement, c'est de donner l'énergie à du privé, alors qu'on a l'Hydro-Québec, qui est nationalisé, qui est à nous, ça nous appartient. Et là, on est en train de démanteler Hydro-Québec. On est en train de donner des morceaux à l'entreprise privée, parce que ces entreprises privées-là, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire après? Ils vont vouloir nous vendre l'électricité. Oui, puis faire de l'argent. Bien, c'est parce que là, ils profitent de toute l'installation d'Hydro-Québec. Tu sais, on a toutes les lignes et tout ça. Eux autres vont mettre leur éolienne, puis ils vont aller se brancher. Donc, l'idée, c'est qu'on demande, ces comités-là demandent un moratoire. Qu'on arrête, qu'on prenne le temps de respirer, là, puis qu'on regarde où on s'en va. Mais parallèlement à ça, il y avait le gouvernement Legault qui faisait une annonce d'éoliennes. Ça se peut-tu au Lac-Saint-Jean? Bien là, c'est cette semaine. Il y en a toutes les... je vais vous parler tantôt des bureaux d'audience, du BAP, mais ce que demandent les comités, c'était la raison pour laquelle les comités, le collectif s'est réuni cette semaine, c'est pour demander un moratoire sur le développement éolien, de demander un BAP générique sur la filière éolienne. Générique dans le sens que ça s'applique à tout le Québec, puis qu'on voit tous les impacts que ça a. Parce que présentement, il y a des BAP, comme le bureau des audiences publiques, là, en environnement, qu'on appelle BAP, le bureau des audiences publiques de l'environnement. Là, présentement, sont par projet. Puis ils ne parlent pas nécessairement. Ils peuvent se parler, mais ça ne nous donne pas l'idée d'ensemble, puis tous les impacts que ça a. Il y a des impacts à plusieurs niveaux, là, impact sur l'environnement, sur la santé. Oui, mais c'est ça, parce que c'est le bruit. Là. On s'entend que c'est une tour, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Les pales. Ça crée un bruit, là. C'est tout ça qui n'est pas clair nulle part. Il n'y a pas de... Parce que présentement, les éoliennes qu'on va avoir, c'est 200 mètres de haut. Ça ne s'est jamais vu. En tout cas, s'il y en a peut-être en Europe, mais ici au Québec... C'est pas comparable à ce qu'on voit dans la Rive-Sud. Aucune comparaison possible. Là. Fait que c'est des 200 mètres de haut avec des pales de je ne sais pas combien de... Si on est intéressé, on pourrait trouver les mesures, mais c'est inimaginable. Puis en plus, il faut penser que si on met une éolienne de cette grosseur-là sur ton terrain, ben ça va prendre du béton pour tenir ça en C'est ça, je me dis, puis il y a de l'infrastructure pour amener l'électricité là, tu charcutes. Il y a aussi la distribution, mais juste pour l'installation, de mettre la quantité de béton qu'il va avoir, même il y a des craintes par rapport aux nappes phréatiques. Dans ce point-là, mais c'est intéressant. C'est qu'il y a plein d'impacts qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on demande un BAP générique. Un BAP générique, ça va faire une analyse de l'ensemble du dossier énergétique au Québec. Parce que là aussi, on a le projet de loi 69 sur la gouvernance énergétique du Québec, là, qui a été en commission parlementaire l'automne dernier, mais là, ça s'est arrêté. On ne sait pas quand ça va recommencer. Mais
ce projet de loi-là ouvre la porte à la privatisation, là, tout grande ouverte. Sans contrôle, sans rien. Ben c'est ça, tu sais, c'est pour ça que les citoyens demandent, c'est ça, le moratoire, le BAM générique, puis ils demandent un vaste débat public sur tout le développement énergétique au Québec. Okay. On a besoin de prendre une pause, puis de regarder ça. Quel plaisir d'être avec vous. Vous savez, j'ai beaucoup d'attache pour cette MRC-là parce que il y a 60 ans, lorsque je finissais mon cours de jeune professeur, on devait choisir une option. Alors j'avais choisi, presque tout le monde faisait, option religion, option mathématique. Et dans les travaux qu'on m'avait demandé, c'est de trouver un personnage régional qui pouvait peut-être être intéressant et de faire une recherche, et ça c'était notre travail de long terme. Alors, j'avais choisi un curé de par ici des années 1922. Et, il y avait la manie des longs discours, des longs sermons. Alors, un matin, paraît-il, s'était présenté à la messe avec le menton coupé. Alors, l'enfant de cœur lui dit « Qu'est-ce qui est arrivé à votre menton, monsieur le curé? » Il dit « Je pensais à mon sermon ce matin, puis en me faisant mal, je me suis coupé le menton. » Paraît-il que l'enfant de cœur aurait répondu « La prochaine fois, monsieur le curé, pensez à votre menton et coupez votre sermon. » Je m'ai inspiré de cet enfant de cœur parce que mon ami ici a pas mal tout dit. Mais on m'a dit, tu le présenteras, tout le monde le connaît, je ne sais pas pour le présenter, mais je peux en parler. Et en parler en grand bien, c'est lui à qui on doit beaucoup au Bloc lorsqu'il a réunifié le Bloc dans les moments difficiles qu'on a eus après 2015. Avec une certaine chef aussi. Il a été un rassembleur extraordinaire à s'occuper du parti bénévolement, des réunions à Montréal, des rencontres de petits groupes-là, de là. Et c'est grâce à lui, on a restructuré le parti, puis être prêt à accueillir le chef le plus extraordinaire, celui qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si je cherche une job, c'est pas ça. Et il a, dans ses rencontres, je ne sais pas comment il pouvait conseiller des gens qui s'étaient complètement opposés l'un et l'autre. Alors ça, le Bloc lui doit beaucoup. Mais maintenant, comme député, on est aussi extrêmement chanceux de l'avoir. Un type avec, d'abord très travaillant comme il l'a toujours été lorsqu'il était professeur également, un type méticuleux, un type bon orateur, un type perfectionniste, un type toujours cherchant le consensus avec un esprit de synthèse exceptionnel. Ses interventions au caucus enrichissent toujours le débat et souvent font conclure à un consensus. On a chanceux d'avoir un homme aussi solide et aussi travaillant, je le répète. Je pense cependant que ces deux grandes qualités, c'est l'engagement et la détermination. Je vous donne un exemple. Lorsque le projet de loi a été déposé par notre ami de Montcalm sur la gestion de l'offre, le vote devait avoir lieu en deuxième lecture. Ça, c'est le vote de principe. Hein? Première lecture, tu dis, je dépose un projet, ça finit là. Deuxième lecture, après deux séances de débat, là, il y a le vote, ça s'en va au comité, ça revient en troisième lecture, et ça s'en va au Sénat. Et là, c'est à la deuxième lecture, s'il pète là, c'est fini. Alors là, notre ami a trouvé comme astuce, parce que les libéraux étaient pour voter contre et les conservateurs. On se ramassait avec le PD, les bleus, les verts, et nous autres, votaient pour. Alors, il a convaincu, dans son réseau qu'il avait formé dans toute l'agriculture, avec tous les dirigeants régionaux en agriculture, et surtout le président de l'UPA, d'écrire une lettre au chef de parti avant le vote, 2 jours avant le vote. Or, quand la lettre est arrivée, la lettre disait quasiment « Si vous votez contre ça, vous êtes contre l'agriculture.
là, ça fatiguait un peu le chef, les libéraux, sur une question qui pose une journée avant le vote, est-ce que demain, vous allez voter en deuxième lecture dans la période de questions? Il y a toujours des questions pertinentes. Et là, il a dit, est-ce que vous allez voter? Et à notre surprise, un peu, les libéraux se lèvent, oui, nous allons voter pour. Vous avez vu le conservateur venir plaindre. Là, il était mal pris, il était isolé contre l'agriculture. Ça sortait dans le corridor, petit patata. Le chef est sorti et a dit vote libre. Alors, il y en avait une quarantaine qui étaient contre, qui ont voté contre, mais le reste a voté pour. Si bien que le projet de loi, passant en deuxième lecture, s'est en allé en comité. Mais il ne pouvait pas dire le contraire de ce qu'elle a dit en Chambre. Il est revenu positivement. En troisième lecture également, il a été voté, il a été envoyé au Sénat. Donc, sans son action, maintenant, ça finit pas là. C'est qu'après, le Sénat a fait son niaisage, 1 an et demi. Ils ont reçu le projet de loi, il y avait une phrase qui disait que la gestion d'offres ne devait pas faire partie des négociations de futurs traités de libre-échange. Eh bien, notre ami Yves a décidé de faire le tour des sénateurs pour lui demander. Ça a duré 1 an et demi avant que les sénateurs décident de le mettre à l'autre jour. Et pour les brouiller un peu, il a décidé d'organiser une manifestation de tous les partis de la Chambre. Ça, en 40 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai vu des fois des rassemblements sur l'avortement ou contre l'avortement où il y avait des gens de 2 partis, mais jamais arrivé avec pas des députés, là, deux ministres, plusieurs députés libéraux, 2 députés conservateurs, les députés du NPD, le député vert, et nécessairement nos producteurs et nos chefs syndicaux producteurs, devant le Parlement, avec une conférence de presse. Je me rappelle encore le journaliste anglophone qui était à côté de moi. Il dit, ce gars-là, comment est-ce qu'il a pu rassembler ça, puis ça s'en allait? Il était très, très, très impressionné de ce rassemblement-là, et ça a fait le courrier, et ça a éveillé énormément les sénateurs indépendants, parce que ça ne marche plus comme avant, les libéraux, qui reçoivent l'ordre du premier ministre. Non, là, c'est individuel. Alors, je pourrais vous en parler encore de ces réussites et de ces bons coups. J'arrête là. Mais je voudrais vous dire que le Bloc a besoin de Yves. Je pense que le Québec a besoin de Yves et surtout Berthier Masquinongé a besoin de Yves pour poursuivre notre marche vers un Québec bien à nous. Hey, bonjour tout le monde. Ouais, c'est vraiment wow. Premièrement, vous aviez dit que vous étiez là. Et vous savez, le matin d'un événement politique, on est toujours un peu nerveux. Tu sais, il va-tu neiger? Tu avoir quelqu'un que sa mère est malade? Il va-tu avoir? De voir cette salle-là remplie à pleine capacité, mes amis, je vous annonce quelque chose. On est à peu près 300 personnes ce matin. C'est rare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça compte. Ça compte. Ça nous motive à l'heure. Il s'en est passé pareil des affaires, hein, depuis 2015, en fait depuis 2014, parce que quand on est venu comme militant péquiste en renfort au Bloc qui avait eu une période difficile en 2011, on va se le dire, c'était des élections, hein? Il y en a qui étaient là, qui s'en souviennent. Et tu regardes la base militante, puis il m'en restait quelques-uns, tu sais. On avait Lisa Angelina, qui est ici avec nous. Il y avait Roger Guertin, il était 2. Rapidement, il y a des valeureux qui se sont ajoutés. Je pense à Bruno Saint-Maurice. Je pense à Paul Gauthier qui est avec nous aujourd'hui. J'étais très content de le voir. Il y a des gens qui ont toujours été là. C'est le gars. Il y a un paquet de monde qui est venu puis qu'on a dit on repart ça. On repart la machine puis on va reprendre ça. Puis en 2015, on a réussi à faire élire 10 députés qui ont tenu le fort, hein, contre vents et marées, qui ont porté la voix du Québec. Puis on a eu la petite période d'ajustement dont Louis a parlé tantôt, qui m'a quand même, moi, comme sur un point individuel, permis de vivre le privilège d'être président national du Bloc québécois. C'est pas rien, tu sais, dans un CV. C'est un beau privilège que j'ai eu à c'est sûr que c'était pas la période la plus facile, mais c'était un beau privilège pareil. Et de mettre les choses en place pour recruter, Louis l'a dit tantôt, le meilleur chef au monde. On va vous en reparler dans quelques minutes. On va le faire patienter un petit peu encore. 2021, on a maintenu nos 32 députés. Toutes nos circonscriptions, on les a gardées. Puis en 2024,
contre toute attente, on a fait élire un 33e député. Alors, quelle est la limite, mes amis? Quelle est la limite cette année? Le ciel nous le dira, il n'y en a pas. Mais on vise haut, on vise fort, parce qu'à travers tout ça, le grand privilège qu'on a, c'est de vous représenter et de porter la voix du Québec. On a beaucoup de gens qui sont présents ce matin. Là. Je regarde ma ligne de maires et mairesses. J'ai une feuille dans la poche, je pourrais prendre 10 minutes pour la lire. Je vous remercie. Vous êtes tous là, vous reconnaissez. Pour un député en place, quand on contacte ses maires, puis qu'on leur dit « Hey, c'est mon investiture dimanche matin, si jamais ça te tente-tu de les voir arriver ce matin? » Puis des fois, je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte à quel point c'est significatif pour nous autres de les voir rentrer dans la salle. C'est beaucoup, évidemment, devenu au fil des années des amis personnels, mais au-delà de ça, la symbolique d'avoir les élus municipaux qui se disent « Tu sais, le fédéral puis le municipal, ben, bien franc, vous autres, il n'y a pas beaucoup de liens au quotidien, là, dans la gestion, puis ils savent tous. Mais ils savent que je suis là s'ils ont besoin de moi, puis je suis le plus souvent possible présent dans leur municipalité. C'est pour ça que, comme on disait à ma blonde tantôt, j'ai pas de vie. J'ai une vie politique, bien remplie. J'ai trouvé ça drôle, Jean-Gabriel a dit ça tantôt, vraiment. Ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez là. Puis ça change beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'amis que je n'avais pas vus depuis longue date. Puis des gens qui viennent de partout. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci, Masquinongé. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans et demi? On a travaillé fort avec les gens, on a été présents. Il y a des dossiers, évidemment, vous vous rappellerez, le début de mandat avait quand même été assez pénible avec la COVID, où là, toutes les institutions fédérales ont fermé en même temps, sauf nous autres. Donc on s'est mis, avec mon équipe, à prendre des appels 7 jours sur 7 pour assurer le suivi, puis la plupart des députés du Bloc ont fait la même chose, parce que s'occuper des gens, c'est notre raison première. Puis on a nommé plein de titres tantôt, là, mais le plus gros, le plus important, le premier que je nomme tout le temps, c'est député de Berthier-Masquinongé. Ça veut dire que la population des 36 municipalités, bientôt 37, ils m'ont fait confiance pour les représenter. Ça vaut beaucoup, mes amis. Ça vaut beaucoup. Puis ça passe avant n'importe quel autre titre. Vraiment. Merci. Évidemment, je ne vais pas vous parler trop longtemps, je ne vais pas vous parler de tous les dossiers en détail, mais ça, on a travaillé beaucoup de choses, entre autres les tours cellulaires, en harcelant carrément le CRTC. Là, il y a un développement récent dans notre circonscription qui est fait par Québec. Ça n'a pas de bon sens que Québec soit obligé de faire ça parce que le fédéral est encore occupé à assurer l'Internet dans ses autres provinces. Tu sais, un autre exemple où le Québec attend après le retard fédéral. Je pourrais vous parler de ça jusqu'à 5 heures après-midi, mais vous ne voulez pas tous être là jusqu'à 5 heures après-midi. Mais je vous dis, on a poussé fort là-dessus. L'érosion des berges, j'ai vu Roy Grégoire tantôt, puis des membres du comité qui sont là, qui portent ça à bout de bras. Vous savez, l'engagement citoyen, là, juste un petit indice de l'engagement citoyen, il y a un autre comité qui existe dans Verchères, puis cette semaine, là, le juge a décidé que les dommages dans l'action collective qu'ils font par le gouvernement, 50 millions, c'était pas assez. Lui, il a monté ça à 239 millions. Fait que le fédéral vient de nous dire que c'est pas sa responsabilité puis qu'il n'y en a pas de dommages. Cette lutte-là, elle n'est pas terminée, on va la continuer, puis c'est avec vous qu'on va la faire, mes amis. Bien sûr, la première chose, c'est d'être présent avec les gens. Au-delà de tous les dossiers de circonscription, je pourrais vous parler d'employés, de Nouveaux Horizons, etc., les cas d'immigration, encore soit le lien avec les municipalités, j'en ai parlé tantôt, mais au-delà de ça, pourquoi un député, il faut que ce soit présent dans sa circonscription, pour savoir son monde, comme je m'évertue à le faire? C'est parce que pour bien représenter des gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut que tu leur parles de temps en temps. Et le fait d'être là souvent, les gens sont très confortables de venir me voir. Des fois, beaucoup. Des fois, on rit un peu. J'étais avec un adjoint, Jean-Marc Tanchard, je dis « Ouais, on est venu s'acheter de la job. » Ben oui, mais c'est ça le travail de député. C'est d'aller voir les gens, puis de prendre les préoccupations, puis de s'en occuper. Puis même quand c'est pas notre champ de compétences, on a une belle collaboration avec les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Puis c'est important dans les intervalles électoraux. Il faut qu'on travaille pour nos gens. Alors ça, vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire ça. Au niveau national, porte-parole agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre. Louis vous a parlé un peu tantôt de la gestion de l'offre. Écoutez, s'il y a un exemple assez... Je vais même mesurer mes mots, là, parce que j'ai des mots non parlementaires qui me viennent en tête. Mais s'il y a un exemple plus dégueulasse que le Sénat canadien,
qui bloque un projet de loi qu'on travaille depuis 5 ans et demi, puis la dernière fois qu'il a été voté à la Chambre des communes, ce projet de loi-là, là, oui, il y a 5 ans et demi, tout le monde disait que ça ne passerait pas à deuxième lecture. Louis en a parlé, mais on aime ça veut dire que ça se peut pas, hein? Parce que quand ça se peut pas, ça se peut. Ça, c'est la preuve. Mais quand il a été voté par près de 80% des députés, que tous les chefs ont voté pour, puis qu'il y a un groupe de 7-8 individus nommés jusqu'à 75 ans qui ont de compte à rendre, mes amis, à personne, ils décident que cette journée-là, ils suspendent la séance. Le lendemain, on ne s'entend pas sur telle procédure, on va faire un vote. On va faire sonner une cloche 1 heure de temps. On va fermer le Sénat plus tôt que prévu. On va s'arranger pour qu'il revienne 1 semaine après le Parlement pour être bien sûr qu'il va avoir eu le temps de défaire le gouvernement. Ça s'appelle un délit de démocratie. Puis c'est pire que ça. C'est un grave manque de respect envers les gens qui se lèvent à chaque matin très tôt, qui se couchent le soir, à chaque soir très tard, pour nourrir notre population. Puis là, on parle de Trump puis de ses menaces de tarifs. Là. Puis là, tout le monde, ah oui, la sécurité alimentaire. Hey, s'il y en a un exemple de sécurité alimentaire, d'achat local, la gestion de l'offre, c'est quoi? Fait que je vous le dis, là, cette bataille-là, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que nous autres, on y croit au Québec. Puis tu peux être certain d'une chose, c'est qu'on va se dépêcher de notre indépendance. Puis le jour où on va l'être indépendant, on va les protéger, nous autres, pour protéger. Je pense que je ne brûlerai pas de punch si je vous fais l'annonce suivante. Il n'y en aura pas de Sénat. C'est des gens élus qui vont décider de l'avenir de la population, pas des gens nommés. Là, comme d'habitude en chambre, j'ai plein d'affaires sur ma feuille que j'ai pas dit, c'est normal. Je fais des emplois, si vous n'êtes pas habitués, il y en a ici qui sont habitués de m'entendre. Écoutez, on s'enligne dans une nouvelle campagne. Avec des belles responsabilités, de très grandes responsabilités. Vous pensez que j'ai eu des grandes responsabilités dans le passé, hein, président du parti, porte-parole de l'agriculture agroalimentaire. Mon chef, du 120 fêtes, il me fait rentrer dans son bureau, puis il me demande d'être whip. Peux-tu vous dire que, j'avais pas ça comme plan de carrière, mais 2, il m'a vraiment scié les jambes. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'on avait un excellent whip, hein, qui est encore excellent. C'est tout un mandat. Le whip, en plus d'être un administrateur du Parlement, c'est lui qui assure la cohésion du caucus. Certains vont dire préfet de discipline. Moi, j'aime mieux dire assurer la cohésion du caucus. C'est plus constructif, plus positif. C'est comme ça que je gérais mes classes au secondaire, c'est comme ça qu'on va gérer le caucus. Dans l'amour, dans le partage, puis dans le sens des responsabilités, puis d'être capable d'arriver à destination. Et pourquoi j'ai dit oui? Parce que le chef, pour en témoigner, il m'a tellement gelé que j'ai pas répondu tout de suite quand il m'a parlé. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que quand tu as un chef dont tu es tout le temps fier, quand tu as devant toi, tu sais, vous savez, les conférences de presse où on est 2 tours là, à faire, ça dépend des expressions, le plan de verte, piquette, on entend toutes sortes d'affaires. Tu sais, à toutes les fois qu'on fait ça, puis Yves-François, je suis pas sûr que je te l'ai déjà dit, moi, probablement, mais je te le dis là devant 300 personnes. Je suis tout le temps fier d'être debout en arrière de toi. C'est tellement facile. Ce qui me demande le plus d'efforts derrière Yves-François dans un point de presse, savez-vous c'est quoi? C'est de ne pas faire des signes de tête. Parce que c'est bien important, il ne faut pas que tu aies l'air d'un bobblehead. Alors, mais vraiment, tu sais, quand tu as un chef d'État à suivre, c'est tellement facile. Merci, merci. Je suis en compagnie de M. André Villeneuve, qui est venu nous rencontrer aujourd'hui dans nos studios. En 2025, en mois de novembre, on va avoir des élections générales municipales. Maintenant, les lois, c'est à date fixe, à tous les 4 ans, à travers la province. Donc, il commence déjà à avoir un petit peu d'engouement pour les postes de maire, on pourrait dire, les conseillers. Et vous venez nous annoncer une nouvelle aujourd'hui. Ben oui, je viens vous annoncer que je vais me représenter. Je vais me représenter comme candidat au poste de la mairie, donc, comme il nous l'a dit, pour les élections qui s'en viennent en 2025. Alors, avec une équipe complète. Et puis, parce que la question qui va suivre, je vous vois venir, c'est qui va être dans l'équipe. Alors, ça va être une équipe complète. Et puis, au fil des prochaines semaines, prochains mois, on va dévoiler tranquillement là, les candidats et les candidates. Parce que la Noël, on est en district. Ouais. Donc, il y a 6 districts et il y a le poste à la mairie. Et donc, au fil des semaines et des mois, on va dévoiler le nom des candidats et des candidates qui feront partie de l'équipe. Je vais quand même poser 1 ou 2 questions. Vous avez déjà été maire, vous avez été député
au niveau provincial. Vous avez encore la flamme? Qu'est-ce qui motive le fait de continuer? Parce qu'il y a quand même eu des... Je ne veux pas dire que les 4 dernières années ont été difficiles, mais il y a quand même eu beaucoup d'événements. Tu sais, qu'on parle de la tornade, qu'on prend des inondations, ça gruge. Tu sais, on a beau dire, c'est le poste de maire, tantôt on parlait de rémunération. Oui, il y a une certaine rémunération, mais ils avaient beaucoup de responsabilités, la même chose que le maire de Montréal, le maire de Québec, le maire de Laval. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'implications. Il peut en venir avec une fatigue aussi. Je ne sais pas parce que je veux dire vous êtes fatigué, mais vous comprenez, mon point. Parce que, tu sais, on a beaucoup présentement, on vit avec des gens qui disent, bon, ben je renonce à me représenter parce que j'ai fait 4 ans, j'ai fait 8 ans, ça fait longtemps que je suis dans le public. Il faut avoir la flamme. Puis il y a eu aussi, peut-être, il faut le dire, depuis les dernières élections en 2021, il y a eu, de mémoire, c'est plus de 800 démissions à travers le Québec des élus. Honnêtement, puis je comprends la situation parce que les réseaux sociaux ont beaucoup changé, changé la dynamique, si on veut, au niveau des dialogues qui peuvent se faire sur les réseaux sociaux, entre autres. Et il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites envers des élus municipaux. Honnêtement, moi, quand je regarde les réseaux sociaux présentement, il y a au moins 4 groupes Facebook à Lanoraie, majeurs, et honnêtement, puis on se croisait les doigts, puis en même temps, je veux féliciter les gens parce que ça va bien. Ça va bien, il n'y a pas, en tout cas, à ma connaissance, là, puis je les suis les réseaux, je le dis aux gens, là, je les suis les réseaux sociaux, beaucoup. Mais déjà, l'ouverture que vous faites quand vous faites le Facebook Live, au Conseil de Lanoraie, vous canalisez déjà des demandes ou des interrogations. En même temps, on vient démocratiser la séance du Conseil parce que vous savez, dans tous les conseils municipaux, ou à peu près, là, en général, il y a 2, 3, 4 personnes qui assistent. Mais là, nous, vous savez, c'est nous qui le faites à Lanoraie. C'est CTRB qui est là pour justement pouvoir mettre le Facebook en direct. Et on a entre 35, 45 personnes à chaque séance, ce qui est assez extraordinaire. Alors, donc, les réseaux sociaux, moi, comme je disais, je me croise les doigts, mais en même temps, je veux remercier les citoyens de Lanoraie parce que ça va bien. Ils ont changé la façon de communiquer, la façon de... Ça va bien. Je veux dire, moi, des propos haineux, diffamatoires, mensongers, etc., sur les réseaux sociaux, en tout cas, à tout le moins, ceux que j'écoute et que je suis à Lanoraie, les 4 ou 5 groupes Facebook, ça va bien. Les gens, ils sont respectueux. Alors, de ce côté-là, mais je peux comprendre que dans d'autres situations, d'autres municipalités, où malheureusement, des fois, les gens agissent pas correctement, qu'il y a des élus qui ne veulent même plus se représenter ou même qui démissionnent en que vous avez encore la flamme. Pour répondre à votre question, ceci étant dit au niveau des réseaux sociaux, ben oui, j'ai encore la flamme, puis j'adore ça. J'adore ce que je fais, j'adore être avec les gens, j'adore... Et vous savez, souvent je le dis, mon numéro de téléphone est public. Oui. Alors mon cellulaire, moi je le dis régulièrement en séance de conseil, ceux qui veulent l'avoir, vous avez écouté les séances de conseil. Donc là, l'écouter, je ne le dirai pas ici. Mais donc, il est disponible, je suis disponible. La proximité. Exact, parce qu'on a la possibilité d'avoir à la municipalité de Lanoraie le personnel de la municipalité très diversifié et possédant une belle expertise. Très impliqué. Impliqué aussi, donc on est capable de diriger les gens lorsqu'ils arrivent soit avec, des fois c'est des problèmes, des fois c'est des trucs qu'ils veulent régler, des fois c'est des beaux projets qu'ils veulent nous présenter. On connaît bien les réseaux d'entraide, on connaît bien les réseaux au niveau économique, donc ça nous permet souvent de pouvoir les aider là, à régler des situations ou même à faire des beaux projets. Alors oui, j'ai encore la flamme, puis je vous dis, Lanoraie a un potentiel incroyable, puis c'est pas évident parce qu'on est pris en Berthier, Lavaltrie puis Joliette. Alors on est dans le milieu du triangle. Saint-Thomas, on pourrait même dire Saint-Thomas, on est pris dans le milieu du triangle, et malgré cette situation, il faut tirer profit de cette situation géographique-là. Et puis, Lanoraie a connu une augmentation démographique importante depuis 2016 à peu près. Et là, ça diminue un peu, c'est un peu normal parce qu'on a connu quand même une certaine frénésie avec la COVID, entre autres, durant la COVID, où les gens voulaient quitter Montréal ou les grosses villes et Lanoraie avait été quand même ciblée par ces gens-là parce qu'on a un cadre champêtre incroyable. On a le fleuve, moi j'appelle ça les 4 F. Hein. Le fleuve, forêt, la faune, et j'ai oublié le 4e, pas grave. Donc on a le fleuve, on a la forêt, on a la faune et la flore. Voilà. On a vraiment un bel environnement
Et puis, on a une population accueillante. Vous gardez l'esprit d'un noyau villageois? Bien, ça, c'est une bonne question. Sommes-nous, est-ce qu'on dit que Lanoret est une ville ou Lanoret est un village? Oui, mais on est une municipalité, on va dire. Oui, on est une belle communauté. C'est ça. Voilà. Et en terminant, je sais que vous allez nous continuer à nous teaser avec les gens qui vont se présenter. Est-ce que, je vais juste poser une question, oui. Est-ce que c'était difficile d'approcher les gens? Est-ce que les décisions se sont prises pour ceux qui vont se présenter comme conseillers dans votre équipe Villeneuve? C'était rapide? Non, c'est pas difficile, honnêtement. C'est pas difficile parce que les gens voient comment ça se déroule. Ça se déroule, il y a une belle ambiance, une belle dynamique, il y a un beau potentiel. Et puis, ce que je viens de dire aux gens à la caméra ici, je le dis aussi aux gens que j'ai approchés, puis certains m'ont approché pour se présenter. Puis c'est ce que je leur dis, parce que la plus grosse crainte, là, pour vrai, c'est les réseaux sociaux. Oui. C'est les réseaux sociaux. Mais quand je leur dis, regardez depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, allez voir les réseaux sociaux, parce qu'on peut reculer en arrière. Ouais. Allez voir, puis il y a quand même... Puis là, je le dis, lors de la campagne électorale 2021, c'était l'enfer. Oui. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé, exactement. Mais il y a une façon de parler avec les gens, puis une façon... Puis un des secrets, pour vrai, c'est de répondre aux questions. Répondre. Vous êtes un élu municipal, quelqu'un vous pose une question, il faut répondre à la question. Et si vous n'avez pas la réponse, attendez un peu, on va aller chercher la réponse. Et donc, transmettre la réponse. Il faut répondre aux questions. Les gens ont le droit de savoir, c'est à eux autres, ça nous appartient, pas à nous autres. Les élus, on est là, nous, pour travailler. En tout cas, je vais espérer que c'est le cas de tout le monde. On travaille avec la population, c'est à eux autres. Et donc, la plus grande crainte, je vous le dis, des gens à qui j'ai parlé, c'est vraiment les réseaux sociaux. Mais depuis 22, 23, 24, en tout cas, à Lanoret, ça va super bien. Mais une autre phrase que je pense qu'on peut souligner, que vous avez dit, parce que comme vous dites, il y avait eu de l'opposition, il y avait eu... Ça avait été quand même... Oui. On ne dirait pas le mot difficile, mais on se comprend que c'était quelque chose. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais je pense que quand vous avez été en poste, quand vous avez rentré en poste, vous avez dit, on a le choix. On se bat pendant 4 ans ou on travaille ensemble. Et vous avez réussi, je pense, à faire travailler tout le monde dans la même direction. Exactement. Parce que ça ne donne rien de faire 4 ans de... Exactement. Donc, oui. Puis vous savez, même au sein du conseil municipal, 99,9% des résolutions sont votées à l'unanimité par tout le monde. Tu sais. Alors oui, on a eu un travail de reconstruction d'une certaine façon pour justement passer à autre chose, puis être constructif, positif, puis faire de beaux projets. Voilà. C'est bon. En tout cas, félicitations de vouloir continuer à être dans le domaine public puis de s'impliquer et tout. Puis on va suivre, peut-être à partir d'aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine, votre campagne. On va commencer à regarder ça. On est très intéressés. Bien, merci. Merci. 6.2, tenue de registre, règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. Donc, oui, c'est exact. Ben, j'ai donné un peu les informations avant, mais c'est pas grave, on va les répéter. Qu'une tenue de registre concernant le règlement 141-2025 décrétant un emprunt de 810 000 pour la construction d'une aire de jeu d'eau, 810 000 oui, ait lieu le 24 février 2025, de 9h à 19h au 57 rue Laroche, comme prévu par la loi. Donc, quand on fait un règlement d'emprunt, on doit ouvrir un registre et les gens peuvent se présenter s'ils étaient en désaccord pour un tel règlement d'emprunt. Et donc, je répète la date, ça va être le 24 février 2025, de 9h à 19h au 57 rue Laroche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Ressources humaines, coordonnateur, coordonnatrice, un ou l'autre, à la culture. Proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soit autorisé à publier un poste cadre de coordonnateur ou coordonnatrice à la culture, temps plein, permanent. Alors, comme vous le savez probablement déjà, on a, avec le temps, on est venu consolider le département d'urbanisme, le département des finances, et là, on vient consolider finalement le département culture, loisirs, vie citoyenne. Alors, on fait pas mal d'activités dans une année, autant au niveau culturel que loisirs. Et puis, évidemment, ça demande du personnel pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces activités-là. Voilà. Donc, avec une résolution comme celle-là, on va pouvoir partir donc en demande de candidature pour trouver, évidemment, la perle rare. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette.
Ou c'est toi qui as parlé? C'est moi qui ai parlé. Appuyé par Mme Lynne Clermont, désolé. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.5, les péchés mignons, budget. Proposé, appuyé et résolu. D'autoriser un budget de 13 000 $ pour l'organisation et la tenue du marché public, les péchés mignons de Lanoret. Que la directrice du service vie citoyenne soit autorisée à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer tous les contrats avec les différents intervenants à cette fin. Alors, il faut s'y prendre tôt. Alors, on est en février et donc, le péché mignon, c'est cet été. Alors, on a des choses à réserver, que ce soit chapiteaux, des animateurs, sur place, etc. Donc, il faut débloquer un montant. On parle de 13 000 $. Juste donner une comparaison. L'an passé, on avait débloqué 12 000 $. Cette année, évidemment, on prévoit que ça devrait coûter un peu plus cher, donc on a mis 13 000 $ de plus. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.5, gala reconnaissance budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 5 000 $ pour l'organisation d'un gala reconnaissance. Que la directrice du service vie citoyenne soit autorisée à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer tous les contrats avec les différents intervenants à cette fin. Alors, le 2 mai prochain, je pense que c'est important de le préciser, le 2 mai prochain, c'est un vendredi. Si ma mémoire est bonne, il y a un gala reconnaissance qui est organisé par la municipalité. Mais il est organisé par la municipalité en collaboration avec les organismes du milieu qui ont bien voulu participer à l'organisation, mais surtout qui ont bien voulu participer comme jury. Donc, les organismes ont été contactés. On en a eu beaucoup qui ont accepté d'embarquer dans cette belle aventure. Alors, l'idée, le comité s'est déjà réuni avec le comité composé d'une personne par organisme, s'est déjà réuni pour justement identifier des catégories. Et c'est vraiment un gala reconnaissance. Oui, ça s'adresse aux bénévoles, mais c'est plus large que ça encore. Ça s'adresse aussi sur le plan économique. Ça peut être des gens d'affaires, ça peut être un organisme, pas nécessairement une personne physique, ça peut être une personne morale. Donc, suivez l'actualité, suivez ça de près. Le 2 mai prochain, vous aurez une invitation qui va vous parvenir par la page Facebook, le site Internet de la municipalité. Pour les gens qui pourraient y être, il va falloir s'inscrire à l'avance parce que, justement, on veut savoir combien de gens seraient intéressés à venir assister. Il y aura, je ne vous en dis pas beaucoup, là, mais j'en dis un petit peu quand même, il va y avoir des prestations intéressantes sur place. Ça devrait se dérouler à l'église. Monsieur le curé a bien voulu accepter de nous prêter ce noble lieu. Alors, tout ça est à suivre. Comme je vous dis, regardez, allez voir les pages Facebook puis la publicité qui va se faire à ce sujet-là. On devrait, d'ici mars, à tout le moins, commencer à vous donner plus de précision par rapport à l'événement. C'est en soirée, donc ce n'est pas un souper, c'est vraiment en soirée. Et là, on va venir... en fait, une personne par organisme. Ils ont déterminé des gens qui pourraient... desquels on pourrait souligner le travail ou l'implication dans la communauté. Et il y aura des lauréats et il y aura le gagnant dans chacune des catégories. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Suivez l'actualité, on vous revient avec ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Renouvellement de bail 361A rue Notre-Dame. Considérant la convention de location signée entre la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph de Lanoret et le Carrefour Émilie de Lanoret, Inc., en date du 16 décembre 1998, concernant l'immeuble sise au 361A rue Notre-Dame. Considérant que le Carrefour Émilie de Lanoret désire bénéficier de l'article 5 de la dite convention, soit l'option de renouvellement du dit bail pour une période additionnelle de 5 années. Considérant l'agrandissement de l'immeuble par l'organisme au cours de la dernière année et que celui-ci désire renouveler pour une période plus longue, soit 15 ans. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Lanoret acquiesce à la demande du Carrefour Émilie de Lanoret, Inc., de renouveler leur bail pour l'immeuble sise au 361A rue Notre-Dame, et ce pour une période additionnelle de 15 ans. La présente résolution est jointe à la convention de location mentionnée au préambule pour en faire partie intégrante. On sait que le Carrefour Émilie a mis au fil du temps des améliorations au bâtiment.
à l'intérieur, entre autres, à l'extérieur aussi probablement. Mais là, on sait aussi qu'il y a eu un agrandissement assez important quand même, vous avez pu le constater, là. Donc, portion garage et bureau, je pense, à l'étage qui vont être mis en place. Donc, le bail actuellement, qui était de 5 ans, se terminerait normalement en décembre 2025, mais à la demande du Carrefour Émilie, pour les investissements qu'ils ont faits, ils veulent s'assurer, puis avec raison, d'avoir un bail à plus long terme pour l'organisme. Donc, je pense que les membres du conseil sont d'accord. À ce moment-là, on va procéder à ce qu'il y ait un bail à partir de maintenant, suite au vote de la résolution, un bail qui va être sur une durée de 15 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. 10.3. Tenue de l'événement Marché printanier de l'Éducat édition 2025. Considérant que le conseil municipal désire que la municipalité de la Visitation de l'Éducat se distingue par son offre événementielle par le biais de la tenue d'un deuxième marché printanier, il est proposé par, appuyé par et résolu, soit autorisé la tenue de l'événement Marché printanier de l'Éducat édition 2025, prévu le 2 mai 2025 entre 16h et 20h et le 3 mai 2025 entre 10h et 16h à l'église de la Visitation de l'Éducat. C'est le monde qui veut s'inscrire et vous communique avec vous? Ben oui. Moi, je vais faire les publications, puis je vais chez des adresses courriels aussi des gens qui étaient déjà intéressés. Il y a déjà des inscriptions qui sont faites? Non, il n'y en a aucune. J'ai juste des gens qui sont intéressés. Qui sont intéressés. C'est presque tout vendu. OK. Il y a du monde intéressant en masse pour oui, je peux faire... Oui. Fait que si vous voulez des tables ou si vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler ici à la municipalité et demander à M. Jean-François Coutu. Il va faire un plaisir de vous informer. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de commandite club de patinage artistique de Berthierville. Considérant la demande de commandite datée du 5 février 2025 du club de patinage artistique de Berthierville, dans le cadre de la revue sur glace annuelle, attendu que le club de patinage artistique de Berthierville présenterait sa 48e revue sur glace annuelle les 26 et 27 avril 2025, attendu qu'un programme de commandite est proposé à cette occasion, entendu qu'il importe pour la municipalité de contribuer au succès de cet événement, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder une aide financière de 130 $ au club de patinage artistique de Berthierville afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation de sa 48e revue sur glace, laquelle aura lieu les 25 et 26 avril 2025. 26-27, oui. 26-27 avril. Excusez-moi. 26-27 avril 2025. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Maryse Courchaine propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de contribution garde côtière auxiliaire unité 22. Attendu que la garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme sans but lucratif fondé il y a plus de 40 ans regroupant des personnes bénévoles spécialisées dans l'activité de recherche et de sauvetage maritime. Attendu que dans notre région, ce sont les 25 sauveteurs maritimes bénévoles de l'unité 22 de Sorel-Tracy qui prennent le relais lorsqu'un appel est logé au MRSC et que ces bénévoles ont tous reçu une formation de sauveteur maritime pour pouvoir intervenir sans mettre leur propre vie en danger et sauver celle des autres.
attendu que l'unité 22 basée sur El-Tracy dessert un territoire qui s'étend sur les deux rives du fleuve, de la limite nord de la ville de Contrecœur jusqu'au milieu du lac Saint-Pierre, comprenant également la rivière Richelieu de son embouchure jusqu'aux écluses de Saint-Ours, et en plus d'une partie de la rivière Saint-François et Yamaska du côté sud du fleuve, et du côté nord, toute la partie du Chenal du Nord. Attendu qu'en plus d'effectuer des patrouilles nautiques durant les fins de semaine, de la fin mai jusqu'à la mi-octobre, ils aident les plaisanciers en les informant des mesures sécuritaires adoptées sur l'eau. Pour ces motifs, il est proposé par appuyé par et résolu d'accorder une aide financière de 250 $ à la campagne de financement de la garde côtière auxiliaire unité 22 pour ses activités 2025. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Monsieur Martial Belé propose. Serge Boucher, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de contribution financière, Centre de prévention du suicide de la Nadière. Considérant une communication datée du 21 janvier concernant une demande de contribution financière pour atteindre l'objectif de prévention du suicide des hommes par le Centre d'action du suicide de la Nadière, considérant que 3 suicides par jour ont lieu au Québec, que le taux de suicide des hommes de 50 à 64 ans est le plus élevé, que 10 hospitalisations par jour sont liées à des tentatives de suicide et que tous les 3 mois, près de 6 personnes décèdent. Considérant le montant offert est à la discrétion des commanditaires, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le Centre de prévention du suicide de la Nadière et lui témoigner leur support, il est proposé par appuyé par et résolu d'autoriser une contribution de 50 $ au Centre de prévention du suicide de la Nadière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Braque, M. François Dravel propose. M. Serge Boucher, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, demande d'appui du réseau des femmes élues de la Nadière. Attendu que les élus et ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein du conseil municipal, de la députation et des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles et communautaires de la région, attendu que la mission du réseau des femmes élues de la Nadière est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont les seules dans leur conseil par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein de conseils municipaux et favorisons la mise en place des moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Nadière en ce sens. Il est proposé par, appuyé par et résolu de soutenir le réseau des femmes élues de la Nadière par une contribution financière de 50 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour atteindre les objectifs. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Mme Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de don, groupe d'entraide en toute amitié. Lettre datée du 2 décembre 2024 de Mme Linda Robillard, bénévole, responsable des dîners écoles du groupe d'entraide en toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la visitation de l'île du Pas une demande de don pour les services de dîner pour les écoles primaires du chemin du Roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement une cinquantaine d'enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et augmentation et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont des difficultés à arriver financièrement, que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la grève d'entraide en toute amitié, il est proposé par appuyé par et résolu d'accorder un don de 750 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour le service des dîners pour les écoles primaires du chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit impliquée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Mme Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.